Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette soirée, à cette rencontre avec Baru, organisée par l'Alliance française de Paris, en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP et le salon SOBD, ainsi qu'avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Merci aux personnes présentes dans la salle et merci aussi aux 200 personnes qui vont suivre cette rencontre en ligne et qui sont originaires de 40 pays différents. C'est beau, l'Alliance française, hein? Voilà. Donc, puisque j'en suis aux hommages et aux remerciements, l'Alliance française de Paris, son directeur Franck Desroches et la responsable culturelle Flore Bernard remercient tout particulièrement Renaud Chavannes, qui est l'organisateur du SOBD, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, Christelle Guignot et Patricia Bader du comité d'entreprise de la RATP, et Frédéric Jagut de l'Institut français. À propos du comité d'entreprise de la RATP, je vais faire l'annonce maintenant parce que, comme ça, peut-être certaines personnes pourront rattraper le train de retard. Je rappelle qu'en fait, il y a une opération, justement, du comité d'entreprise qui a visé à offrir à 800 agents des coupons d'achat qu'elles pourront dépenser sur le SOBD. Voilà. Donc ces coupons représentent 30 € d'achat utilisables donc sur le SOBD pour acheter entre autres les albums de Baru, mais pas que, il y a plein d'autres choses en fait. Et vous pouvez en fait encore faire la demande, les agents de la RATP, agents point médian ES de la RATP peuvent encore faire cette demande directement sur le mail de l'Alliance française, donc sur le site où vous êtes inscrit. Pour les personnes qui nous suivent donc en ligne, il y aura des possibilités d'échanger avec nous et de poser des questions à Baru. La soirée va se dérouler d'abord avec un entretien qui va durer une petite heure, et puis ensuite ça sera des questions, donc des questions de la salle, et aussi des questions posées par nos auditeurs en ligne. Donc pour les personnes qui suivent la rencontre en ligne, il y a un live storm. Sur votre écran, vous disposez d'un onglet chat à droite de votre écran pour réagir. Et il y a aussi un onglet questions pour poser des questions à Baru. Et au moment où donc on finira l'entretien proprement dit, je prendrai connaissance de ces questions et donc je pourrai vous donner la parole, enfin ou lire vos questions pour que Baru y réponde. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié du préambule. On peut commencer pour de vrai. Alors, je vais demander donc l'envoi de la première diapositive. À l'image, vous voyez non pas toutes les couvertures de tous les albums de Baru, c'est parce qu'il y en a beaucoup trop, je ne pouvais pas toutes les mettre, mais essentiellement ceux dont il va être question ce soir. Je vais faire une petite présentation quand même, si des fois il y en a dans la salle qui ne savent pas qui est Baru. Baru. Tu es né à Thiel, en Meurthe-et-Moselle. Et tu vis toujours en Lorraine. Oui. C'est bon, c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout bon. D'accord. Tu es d'abord professeur d'EPS. Enfin, on disait prof de gym. Prof de gym. Je préfère prof de gym. Prof de gym, voilà. Plus conforme à l'idée que je me faisais de ce métier. Voilà. Tu as d'abord été prof de gym. Mais dès 1975, tu as commencé à dessiner pour différents fanzines lorrains. Ça, cette info, j'ai eu du mal à la trouver. Hein. Puis, tu publies des récits courts dans les pages de Pilote à partir de 1982. Tu es l'auteur d'un nombre certain d'albums, je ne me suis pas amusé à les compter. Et surtout, tu es l'auteur qui a été le plus récompensé au Festival d'Angoulême. Et ouais, excusez-moi du peu. Hein. Meilleur premier album pour Keket Blues en 85. Meilleur album pour Le Chemin de l'Amérique en 91. Meilleur album pour L'autoroute du soleil en 1996. Avec ça, tu nous gagnes le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2010. Et tu reçois aussi le Grand Boom du Festival de Blois. Parce qu'il n'y a pas qu'Angoulême dans la vie. Pas mal, hein? Oui, c'est vrai que je me fais un peu l'impression d'être un maréchal soviétique, tu sais, avec toutes les plaques de médailles. Mais ça, j'y avais pas pensé. Oui, ça c'est conforme à mon orientation culturelle. Il faut que tu te fasses faire, tu sais, la barrette géante, là, le truc, la moitié de la poitrine.
Voilà, donc on va parler entre autres ce soir de Bella Ciao, qui est ton dernier album. Je vais demander donc qu'on nous passe la diapo suivante. Non, c'est pas ça. Enfin oui, c'est pas grave. Si, c'est ça, pardon. Donc le deuxième volume vient juste de sortir, mais en fait, moi, je voulais te poser une question sur l'ouverture du premier volume, où tu racontes un fait historique qui est sûrement inconnu de la plupart des Français, à savoir les violences qui se sont déroulées aux Salines d'Aigues-Mortes le 17 août 1893 et qui ont entraîné la mort de 10 Italiens. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'il en est de cet épisode et les raisons de cette violence? Qui ça mettait en... Oui, c'est un peu embêtant parce que là, j'en ai pour une heure, rien que pour ce tout petit chapitre. Peux-tu nous rappeler brièvement? Brièvement, c'est le brièvement. J'ai un peu de mal avec brièvement. C'est pour ça que je me le suis écrit dans les questions. Non, c'est simplement les salines. Vous connaissez tous le principe des salines du midi de la France. Hein, il y a vers le mois d'août, vers la mi-août, par là, il y a des opérations qui consistent à lever le sel. C'est-à-dire qu'en gros, tout l'eau est partie, le sel est en croûte. Donc là, il y a des gens qui vont faire des tas de sel comme ça à la pelle, et d'autres qui vont ensuite charger le sel sur des brouettes et qui vont les emmener sur des tas et qu'on appelle, non, j'ai oublié le nom, peut-être des camels. Les grands tas de sel, ce sont des camels. Et donc, nécessairement, ça nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Et traditionnellement, il y avait des gens les paysans puisqu'on était encore dans des civilisations très, très rurales, aussi bien en Italie qu'en France d'ailleurs, et les moissons étaient passées, donc ils avaient du temps pour pouvoir venir travailler dans ces endroits-là. Et d'habitude, pendant très très longtemps, c'était des Ardéchois, donc des gens qui venaient de l'Ardèche, des paysans qui venaient de l'Ardèche, et qui venaient lever le sel pour les salins du Midi, quoi. Et peu à peu, ensuite, il y a d'autres gens qui sont venus et qui étaient les Italiens. Et les Italiens venaient en bande, comme ça, et qu'on appelait ça des bricoles, et qui venaient ensuite pour lever le sel. Et les Italiens étaient très intéressants parce que c'était des paysans dans la force de l'âge, qui étaient habitués et très rompus aux travaux difficiles, et qui avaient donc un rendement dans le levage du sel qui était très important. Dans le même moment, dans le même temps, au début des années 1890 en France, il y a une crise économique terrible qui a chassé de leur travail beaucoup de monde et qui les ont jetés sur les routes. Et généralement, dès qu'il y avait un peu de travail quelque part, ils tous venaient se concentrer à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'était bien sûr Aigues-Mortes et les Salines. Et donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que comme il y avait eu des consignes du gouvernement au préfet du coin de donner d'abord du travail aux Français, donc automatiquement, les préfets et la direction des Salines ont coupé la part en deux et qu'ils ont mélangé dans des équipes, dans des bricoles, à la fois ce qu'on appelait, nous, des trimards. Les trimardeurs, c'est des gens qui partaient sur les routes et qui cherchaient du travail comme ils le pouvaient, quoi. Et donc de faire des équipes mixtes entre les trimards et les Italiens. Sauf que les trimards n'allaient pas assez vite et que comme tous les travailleurs étaient payés à la tâche, à la pièce, automatiquement, il s'est passé ce qui devait arriver, c'est qu'il y avait des tensions entre les deux bords. Et ces tensions entre les deux bords ont fini par provoquer des incidents. Et à la première bagarre, il y a tout qui a éclaté. Et là, il y a eu pratiquement, on n'appelait pas ça, on pourrait pas, j'allais dire une macaronnade pour faire une analogie avec une ratonnade, mais c'était de cet ordre-là. C'est que très rapidement, on a reproché aux Italiens non pas de travailler plus que les autres, mais d'être tout simplement des Italiens. Et en plus de ça, il y a eu il y avait une atmosphère de l'époque, je crois que c'est l'année d'avant ou 2 ans avant, il y a eu un épisode qui s'appelait les Vêpres marseillaises, où il y a également 3 Italiens qui avaient été massacrés par une foule hors d'elle et furieuse, quoi. Et donc, vous voyez, il y avait ce contexte-là, qui était un contexte très lourd. Et simplement,
comme il n'y avait aucun représentant de l'ordre, il y avait quelques gendarmes qui ont été très rapidement dépassés par la multitude des fous furieux, des forcenés, quoi. Et donc, ça a dégénéré. Mais ce qui a aussi dégénéré, et ce qui a été remarquable pour cet épisode-là, c'est que les gens d'Aigues-Mortes, qu'on appelait les bourgeois à l'époque, c'est-à-dire qui habitaient le bourg, qui avaient les vignes généralement, et qui étaient donc plutôt prospères, mais ces gens-là ont eux aussi participé au massacre. Sauf qu'à la fin, il y a eu un jugement du tribunal. Le tribunal n'avait pas siégé à Nîmes, il avait siégé à Angoulême. Et là, au tribunal d'Angoulême, tout le monde a été pas amnesté, mais gracié. Enfin, même pas gracié. Ils avaient été acquittés. Merci. C'est terrible l'âge. Et donc voilà, en gros, comment ça s'était passé. Et cet épisode-là, bien sûr, a été littéralement banni de la mémoire française, quoi. Parce que dans le même temps, il y avait aussi ces tensions qui commençaient. Vous savez, après 1890, en 95, il y avait déjà des problèmes avec l'Allemagne, et l'Italie avait eu la mauvaise idée de se mettre avec l'Allemagne, d'abord, dans un premier temps, avant, bien sûr, de se retirer de cette alliance-là et d'afficher une certaine neutralité, notamment au début de la guerre de 14. Mais c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Alors, si j'ai voulu commencer par cette question-là et cet épisode-là, c'était pour aborder la question de l'intégration, justement de l'intégration des Italiens immigrés en France, qui est quand même assez courante dans ton travail, en particulier dans Bella Ciao, c'est vraiment le cœur de Bella Ciao. Et aussi parce qu'on a tendance à penser les intégrations et les immigrations successives faisant oublier la précédente. On a souvent entendu dire que l'intégration italienne s'était tellement facilement passée comparée à des immigrations plus récentes. Voilà, si j'ai tenu à te faire raconter cet épisode, c'est pour rappeler qu'il n'en était absolument rien et que cette intégration ne s'était pas du tout déroulée aussi facilement que ça. C'est vraiment le thème de Bella Ciao, c'est celui-là. Oui. C'est simplement, je voulais même le mettre en sous-titre. C'était le prix à payer. Le prix à payer. Alors, on va voir justement donc les deux couvertures des deux volumes de Bella Ciao. Il y en a un troisième en préparation. Donc, ton propre grand-père est un de ces Italiens venus en France, non pas aux Salines, mais en Lorraine, pour travailler à la mine, puis dans la sidérurgie. J'avais envie de te demander qu'est-ce qu'il venait faire dans cette galère. Pas seulement ton grand-père, mais les Italiens en général, partant d'un pays quand même méridional, où là je parle comme une petite bourgeoise, en comparant les climats, je les imagine arrivant en Lorraine, dans le froid, dans le brouillard, et en plus se coltinant des travaux quand même, que ce soit à la mine ou dans la sidérurgie, extrêmement pénible. Donc, que venait-il faire là, dans cette galère, et ton grand-père et les Italiens nombreux qui ont émigré dans cette région? Je pense parce que l'Italie s'est vidée de ses forces vives pendant de nombreuses années. D'abord vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis, ensuite vers l'Amérique du Sud. Il faut juste voir que la moitié de la population argentine est d'origine italienne. Et aussi vers l'Europe, bien sûr. Mais en fait, ils allaient là où il y avait du travail. C'est aussi bête que ça. Ils étaient dans une situation telle qu'ils avaient énormément de mal, j'allais dire, à subvenir à leurs besoins. Et donc, automatiquement, généralement, les familles envoyaient ce qu'elles avaient de mieux. Parce qu'il faut... immigrer, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il faut s'adapter après. Il faut avoir une force de caractère qui est assez exceptionnelle pour pouvoir, j'allais dire, finir par tuer l'étranger qui est en vous pour pouvoir, après, essayer de s'intégrer, tant bien que mal, à la société qu'on a choisi d'habiter. Et ce qu'ils ont fait, ils sont venus chercher du boulot. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais peut-être en ne sachant pas trop où ils foutaient les pieds, notamment pour ce qui est des conditions climatiques. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que le début de l'immigration italienne, c'était d'abord l'Italie du Nord. Hein. C'était le Piémont, ça allait jusqu'au Frioul, et ça descendait jusqu'à la Toscane, et puis une partie de l'Italie centrale, dont le pays de mon père et les Marques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du film à Marcord de
Fellini. Et à un moment donné, ça se passe à Rimini. Et à Rimini, ils creusent il y avait de la neige haute comme ça, quoi. C'est que les hivers, ils savaient ce que c'était, quoi. Donc, automatiquement, il y a guère que les méridionaux. Vraiment, j'ai le père d'une amie qui était calabré. Il a quitté sa Calabre natale pour venir travailler d'abord à Faugmont, c'est-à-dire une mine en Lorraine. Et il est venu en chemise, quoi. Et donc, il a fini avec une couverture sur le dos. Enfin, bref. Ouais, voilà, donc, c'est un peu... On continue. Donc, je continue allègrement avec les clichés. Après celui d'une immigration italienne qui se serait déroulée, soi-disant, sans problème. Celui de l'Italie ensoleillée tous les 365 jours par an. Bien sûr, c'était les Italiens du Nord. Ton grand-père, il avait quel âge, en fait, au moment où il est venu en France? Mon père, il avait 7 ans quand il est venu en France. D'accord. C'est mon grand-père qui était venu. Il était venu, lui, au tournant du siècle, vers 1900, par là, avec son frère. Oui. Et il est retourné en Italie après? Non. Non, d'accord. Enfin, mon grand-père est mort en France et il est mort français. Il s'est fait naturaliser. Et quel métier il exerçait en Italie? En Italie, oui. Il était bracciante, comme disent les Italiens. Il louait ses bras. Voilà. Donc c'était souvent dans l'agriculture, quoi. Mais ils étaient d'une région, c'est une région des Marques qui s'appelle la ville dont ils étaient originaires, c'est la ville de Fabriano. Et pour les gens qui font des bandes dessinées, qui travaillent le dessin et qui font aussi de l'aquarelle, savent très bien que Fabriano, c'était la capitale du papier en Italie, et il y a beaucoup d'Italiens qui ont travaillé là, dans les papeteries. Et donc, ils faisaient ça, mais ils étaient embauchés un jour, virés le lendemain, etc. Et donc, ils ont décidé de partir pour avoir un travail qui leur permet de vivre, et puis qui fasse vivre ceux qui étaient restés en Italie. Parce que c'est toujours ça, les premiers immigrants partaient seuls, c'était les hommes, c'était vraiment des assemblées d'hommes. J'ai l'impression que tu nous parles d'une immigration actuelle. Oui, en fait, actuelle, parce que le schéma est exactement le même. Dont on entend parler tous les jours. Les imbéciles qui prétendent. Voilà, en fait, Bella Ciao était une excellente façon de porter un regard différent sur... Oui, sur l'immigration, mais sur l'immigration contemporaine. Et d'ailleurs, de toute façon, j'espère que c'est transparent dans mon propos, c'est que je ne parle pas que des Italiens. Non, je parle des Italiens parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je parle surtout de l'immigration. Et tous les immigrés ont suivi le même trajet. Est-ce que tu disais la difficulté pour l'étranger de tuer en lui l'étranger? On va justement aborder la question des rapports entre communautés. Enfin, du moins, tu en parles à plusieurs reprises. Donc là, à l'image, il y a plusieurs extraits. Ça, c'est Aigues-Mortes. Voilà, c'est dans l'image. Voilà. Là, il y a plusieurs extraits de la piscine de Micheville. Ah. Alors, la piscine de Micheville, en fait, est un recueil qui rassemble précisément les histoires qui étaient parues dans Pilote. Hein. Sauf que là, je suis parti de la dernière édition, celle des Rêveurs, où tu as ajouté, je crois, il y a à la fois une histoire qui a disparu par rapport à la première édition, et une autre que tu as ajoutée. C'est précisément de celle-là que sont tirées ces images, je crois. Donc, dans un de ces récits de la piscine de Micheville, tu abordes les rapports entre communautés, entre la communauté française et les autres, mais aussi entre communautés étrangères, entre les Polonais et les Ukrainiens, et entre les Polonais, et les Italiens, et entre les Italiens du Nord et du Sud. Alors, je ne sais pas si on voit suffisamment là sur les images, mais dans la première page, on voit un monsieur qui s'en prend à des gamins qui sont hors champ, des gamins italiens, en les accusant de manger le pain des Français, sauf que lui-même n'est pas français mais belge, mais bon, il se sent quand même sur le dessus du panier par rapport aux petits Italiens. L'image en longueur... le texte est très drôle parce qu'il raconte qu'en fait les Italiens et les Polonais s'engueulaient pas puisqu'ils ne s'adressaient même pas la parole. Et puis il y a les dernières images qui sont les rapports entre Polonais et Ukrainiens, où là ils se tapent dessus avant de s'engueuler. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, effectivement, c'est intéressant parce que quand même, tu perds pas une occasion de rappeler qu'il n'y avait pas que les Italiens. En Lorraine, il y avait des tas d'autres communautés. C'est vraiment une chose, ça, que j'allais dire,
qu'un Français du centre, par exemple, a du mal à concevoir. C'est que la Lorraine, pendant, en gros, les 30 premières années du siècle, dernier, bien sûr, c'était le Far West. Hein. Il y avait beaucoup de violence, parce qu'il y avait beaucoup trop d'hommes. Et quand il y a beaucoup d'hommes, pour, j'allais dire, affirmer sa virilité, eh ben, la meilleure manière, c'était de se servir de ses poings et puis de se taper dessus, quoi. Et en fait, je pense que fondamentalement, parce que dès qu'il s'est agi au moment des luttes sociales, là, d'abord, ce qui remontait et ce qui devenait, j'allais dire, primordial, c'était l'appartenance de classe, quoi. Après, le reste, le folklore, les Polacs, les macaronis, tout ça, c'était juste, j'allais dire, un prétexte pour se taper dessus, quoi. C'est aussi simple que ça. C'était quasiment, c'était presque une distraction. Et tu devances ma question qui était la suivante, qui était de savoir si les différends étaient seulement ethniques ou s'ils étaient aussi politiques. Du coup, on va passer à la dia suivante, qui là, c'est 2 pages extraites des années Spoutnik, qui m'ont fait énormément rire, là, où tu décris les tensions entre communautés ukrainiennes et italiennes. Il y a une scène drôlatique où il y a une Ukrainienne qui étend ses draps précisément le jeudi, le jour où les gamins jouent au foot, et bien sûr, le ballon atterrit sur les draps. Enfin, bon, ça se finit en empoignade générale et l'Ukrainienne accuse le père italien d'un des gamins en lui disant vous les macaronis, vous êtes aussi sales que des porcs polonais. Donc l'injure suprême dans la bouche d'une Ukrainienne, c'est de traiter l'Italien non seulement de macaroni mais de porc polonais. Là, je trouve cette scène grandiose, quoi. Et puis là, la deuxième page, qui est une autre scène que j'aime beaucoup, où les gamins se persuadent qu'une petite fille d'origine algérienne manque à l'école parce qu'elle a été mariée de force. Et donc Igor, ton petit personnage principal, débarque avec tout son courage chez la mère de cette petite de Malika, je sais plus comment elle s'appelle. Leïla. Leïla, voilà. Et il est prêt à en découdre et la mère lui dit mais c'est quoi ce délire? Elle est là, elle est malade. Et viens viens faire la fête avec nous. Il y a une très jolie scène où il y a les you-you, ils se mettent à danser, chanter ensemble. Donc voilà, ce que tu venais de dire, en fait, que les différends, ils étaient quand même plutôt idéologiques. Idéologique, et puis surtout, c'est une question d'image de soi, quoi. Comment dire, en fait, on se servait de l'autre, qui était à peine différent, puisqu'on avait tous le même travail, juste simplement pour souder un petit peu une communauté, et qui en fait n'en est pas devenu une communauté au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fermé relativement clos, mais quelque chose de très 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 ouvert, parce que très rapidement ce qui s'est passé, c'est que vous savez que la véritable intégration, c'est quand les gens commencent à se marier entre eux. Et donc très vite, moi j'ai assisté à ça, pourtant c'était après la guerre de 40, hein, mais c'était un processus qui était déjà en route, puisque moi, ma mère est française. Et donc, ce processus d'intégration-là, parce que mon père, lui, avait fait le choix de la France. Et d'ailleurs, moi, chez moi, on n'a jamais parlé italien. Et tout simplement aussi, c'était normal, parce que ma mère était française. Mais malgré ça, mon père interdisait à son propre père de parler italien devant nous. Parce que je ne sais pas, peut-être, sans doute que mon père avait eu la prescience de se dire que si parce que très rapidement, j'ai eu la chance d'être plutôt bon à l'école. Et je pense que mon père, il a sauté sur l'occasion pour réaliser ce qu'il n'avait jamais pu réaliser lui-même, quoi. Donc, il a investi sur moi, hein, et il a donc créé les conditions pour que je puisse arriver au bout d'un processus scolaire à peu près qui était exceptionnel pour l'époque, hein, il faut le reconnaître. Donc, du coup, en digression, je ne sais plus sur quoi on était parti. Mais c'est pas grave parce que tu arrives sur le terrain de la question suivante, donc tout va bien. Et donc c'est tout simplement ça, c'est que moi, j'ai vraiment eu le sentiment que ce qui prévalait, et c'était en fonction du moment, quoi. Quand il y avait des tensions aux usines, par exemple, qu'il y avait le travail qui commençait à se faire plus rare, automatiquement, il y avait j'allais dire, la solidarité qui se mettait en route, quoi. Et là, il n'y avait plus d'histoire de Polonais, d'Arabes ou de choses comme ça, quoi. Et donc, moi, je trouve que ça, c'était très symptomatique. C'est que tous ces étrangers étaient d'abord des prolétaires, et ensuite seulement des étrangers, et des étrangers à eux-mêmes, puisqu'ils s'amusaient à se taper dessus, quoi. Mais cela dit, c'était jamais bien grave, que ça faisait beaucoup de bruit, surtout. Beaucoup de bruit, ouais.
Donc écoute, là tu parles tu viens de parler quand même longuement de ton père, de ta mère et de toi. Donc je vais en venir au point suivant qui, tu vas le voir, est un petit peu paradoxal. Donc les années Spoutnik, on va voir la couverture de l'intégrale, hein, puisque ça a d'abord été publié en 4 volumes séparés, puis en intégrale. Dans les années Spoutnik, tu racontes la vie d'un groupe d'enfants d'immigrés dans les cités ouvrières de Lorraine pendant les années 50, lieu et époque de ta propre enfance. Et ton premier album, Kékette Blues, dont j'ai trouvé la première couverture originale, s'ouvre sur ces mots « Moi, Hervé Baruléa ». Oui. Pourtant, tu as dit dans de nombreux entretiens que ces livres n'étaient pas autobiographiques. Alors, peux-tu nous éclairer sur cet apparent paradoxe? Je pense que ça a été une connerie de ma part. J'aurais jamais dû faire ça. Mais c'était juste une chose. Il y a une raison pour laquelle je l'ai faite. J'aurais jamais dû dire que c'était moi qui était le personnage principal. J'aurais dû jamais affirmer que c'était une autobiographie. Et hélas, l'autobiographie, après, elle a fait beaucoup de petits. Il y avait à un moment donné, il y avait la moitié des bandes dessinées qui étaient autobiographiques. Mais bon, bref, passons. Comment dire, ouais, c'est vrai, c'est simplement, pour moi, j'avais pas l'intention de raconter ma vie. De toute façon, même Kékette Blues, c'est pas ma vie, c'est pas mon histoire. Mais je procède comme ça depuis. Comment dire, moi, je suis d'abord un raconteur d'histoire. C'est-à-dire que j'ai une intention. Je veux qu'au bout du compte, quand j'ai fini le bouquin, il y a quelque chose qui s'exprime, qui a été exprimé, qui a été dite. Et au bout du compte, moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de créer un effet de réalité. Je veux que mon lecteur se dise, OK, c'est une histoire, mais elle est possible. Elle a dû arriver quelque part. Et en fait, c'est ce qui se passait tout le temps. Pour tous mes bouquins, moi, j'ai toujours eu dans les séances de dédicace des gens qui venaient me voir en me disant, vous avez raconté mon histoire. Et pourtant, il était savoyard, l'autre était breton et l'autre était ch'ti, quoi. Et donc, vous voyez, la question de l'autobiographie, pour moi, c'est un faux problème. Je pense que c'est peut-être une facilité qu'ont certains commentateurs des bandes dessinées pour créer un tiroir dans lequel on peut déposer avec facilité et dire simplement les choses à propos d'un certain type de production. Et alors que je pense que nécessairement, un raconteur d'histoire est un menteur professionnel. Mais au bout du compte, je reprendrai presque le mot d'Aragon qui disait que, en fait, l'essentiel quand on fait une proposition culturelle, c'est de mentir vrai. On ment, mais c'est vrai. Et au bout du compte, tu mens pour créer, j'allais dire, éclairer un des aspects de la réalité, du monde comme il est. Moi, c'est ma façon de faire, c'est comme ça que je travaille. Je regrette d'avoir formulé ça comme ça au début, parce que ça m'a poursuivi, ça me poursuit encore. Hein. Oui, mais tu racontes ta vie. Ben non. Comme pour Bella Ciao, c'est ta famille. Mais non, c'est pas ma famille. Si j'avais une famille comme celle-là, mais on serait dans les livres d'histoire, tellement elle est j'allais dire, emblématique d'une situation, qu'elle est la situation des étrangers en France, quoi. Donc, je le regrette, et je le regrette encore, mais tant pis. Moi, simplement, j'ai fait ça. C'est pour dire une chose toute bête. C'est que, vous savez, je m'y suis tenu depuis que je fais des bandes dessinées. Moi, je parle toujours du même endroit. C'est-à-dire que je parle toujours de mes cités de Saint-Clair, même si j'y habite plus. J'y habite plus depuis très très longtemps. Même si moi-même, je suis un transfuge de classe. J'ai changé de classe par rapport à mes parents. Mais moi, quand je raconte mes histoires, je parle depuis Saint-Clair. C'est la question du point de vue. Et moi, le point de vue, c'est celui que j'avais quand j'étais dans les cités de Saint-Clair et que j'essayais de voir le monde comme il était au-delà de mes cités, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça que je travaille. Depuis cet endroit-là. C'est important, la question du point de vue. Et la question de l'endroit, parce que le décor est extrêmement présent dans tes albums. Bon, j'ai pas pu montrer autant d'images que j'aurais souhaité, de toute façon elles sont un peu petites, mais c'est vrai que c'est en particulier dans Kékette Blues, et quand je l'ai relu, je me suis dit, mais quel intérêt de penser que c'est autobiographique, en fait, quand bien même ça le serait.
on n'en aurait rien à fiche, quoi. Parce qu'au-delà de cette histoire de trois garçons, dont un essaye de perdre son pucelage, en gros, pendant au moment de la Saint-Sylvestre, c'est étonnant comme les décors sont présents tout le temps. Mais bon, je vais quand même continuer de t'asticoter un petit peu avec cette histoire, non pas d'autobiographie, mais de mentir vrai, avec le choix d'images suivant. Tu vas voir, c'est un piège. Parce que là, d'un côté, il y a une image, il y a une page qui est tirée du premier volume de Bella Ciao, que je mets en regard de la dernière page des années Spoutnik, et où il est question des fameuses capellettes. Alors, les pages comme ça, traitées au trait noir dans Bella Ciao, où il y a un personnage qui te ressemble étrangement, qui est auteur de bande dessinée, qui parle du livre qu'il est en train de faire, et qui engueule cette malheureuse jeune femme qui s'apprête à faire la pâte des capellettes avec une machine. Et quand on la met en regard avec le petit Igor qui pleure de joie parce qu'il mange des capellettes, et la planche commence en disant non, je pleure pas parce que je viens de me prendre à nouveau une rouste, je pleure de joie parce que c'est des capellettes. Oui. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que ça m'amusait de mettre ça en regard, parce que ça participe de ton mentir vrai. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Et en plus, c'est pour ça que j'ai fait très attention parce qu'en fait, Bella Ciao, j'ai tenu compte des conneries que j'avais faites depuis que j'ai commencé à faire des bandes dessinées, quoi. Et là, j'ai vraiment fait très attention, et c'est très rapidement, hein, c'est une question un peu de cuisine, mais c'est de cuisine narrative, hein. C'est qu'il y a des parties entières qui sont en couleur, d'autres parties qui sont en niveau de gris, comme on dit, en la vie technique, et d'autres parties qui sont en très simple comme ça, quoi. Eh bien, sachez que moi, le très simple comme ça, c'est la réalité factuelle. En fait, là, c'est pas un auteur qui me ressemble, c'est moi. Je me mets en scène et je parle en même temps que... J'arrive quand même à te le faire avouer que c'est toi. Mais là, je ne suis pas le personnel de l'histoire, parce que l'histoire, elle se passe en dehors de ça. Ça, c'est vraiment le moyen de presque un prétexte pour amener... Parce que dans chaque tome, il y aura une recette de cuisine. Voilà, italienne. Il faut les acheter aussi pour ça, hein, parce qu'à la fin du premier volume, vous avez la recette des capellettes, et à la fin du deuxième, la recette du tiramisu. Et du tiramisu défrioulant, parce qu'ils sont très susceptibles avec ça, les friulants. C'est comme les cassoulets, les recettes de cassoulets. Je te rassure, en France, il y en a autant que de villes du Sud. Et donc, alors que la partie tout en couleur ne relève que de la fiction pure, c'est-à-dire c'est de la stricte invention, même si cette stricte invention, elle est alimentée par des choses qui me sont arrivées, des choses personnelles, des choses qui sont arrivées à mon voisin, à mes amis, etc., etc. Tout ça, c'est un mix, et je fous tout ça dans la machine, cette fois, dans le mixeur, et puis je livre quelque chose comme ça qui relève de la pure fiction. Et le noir et blanc, le gris, les lavis techniques de gris, c'est ce que j'appelle la réalité arrangée. C'est-à-dire que généralement, ce sont des faits historiques avérés, dans lesquels, moi, je mets un peu de fiction, c'est-à-dire que je projette mes personnages dans cette partie de réalité arrangée. Donc, pour bien signifier les différents niveaux de rapport au réel, j'ai utilisé ce code graphique. Et c'est vrai que du point de vue de la narration, je trouve que c'est vraiment une somme, cet ouvrage. Enfin, tu vois, j'ai hâte de lire le troisième, parce que à la lecture des deux premiers, je me suis dit, ouais, c'est fou, enfin, parce que ces trois niveaux-là graphiques permettent effectivement une narration beaucoup plus ouverte, beaucoup plus complète, et te permettent aussi de faire des retours sur ton propre travail d'auteur. Exactement. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça te donne une liberté, en fait, par rapport à toutes tes thématiques, tout ce que tu as déjà abordé au cours des précédentes décennies, mais de le faire d'une manière complètement renouvelée. J'espère. En tout cas, c'est que moi, j'ai investi ce travail-là. J'ai mis du temps à le mettre en route. Et ça faisait plus de 20 ans que je portais ce truc-là, quoi. Et puis, mais je ne voulais pas le faire d'une manière classique, c'est-à-dire, en gros, raconter une histoire, vous savez, c'est simple. On présente les personnages et on crée une situation. La situation se développe et on monte en tension, et pour arriver là-haut à un acmé, et à un moment donné, il y a de la rupture, c'est tout près de la chute, et après, on descend pour arriver à une autre position d'équilibre. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Ça part dans tous les sens, mais au fond, parce que c'est moi qui suis à la manette, je suis en train de construire tout doucement un truc, je pose des briques comme ça, de façon à ce qu'au bout du compte, il y ait quelque chose qui va advenir, je l'espère, hein. C'est qu'on se dise, OK, voilà une question, un bouquin qui traite de l'immigration.
On va revenir à ton tout premier opus, donc qui est Cat Blues. Voilà. Parce qu'il y a une autre dimension qui est très présente dans ton travail, c'est justement l'univers du travail, l'univers de l'usine. Et souvent, tes personnages entretiennent un rapport très ambigu avec cet univers du travail et de l'usine. Donc, dès ton premier album, oui, Cat Blues, un des adolescents, dans le deuxième volume, dans le Part 2, parce que là, je suis partie de la première édition chez Dargaud, s'extasie devant la beauté de l'usine. Il s'arrête pour regarder une coulée. Bon. Et après... Une poche de liquide qu'on vide. Voilà, une poche de liquide en fusion qui est déversée sur une voie. Et il y en a même un qui les fait revenir sur leurs pas pour leur montrer l'usine. Et les copains, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est l'usine. Ah, mais regardez, ça a de la gueule. Et à la toute fin du dernier volume, donc de Part 3, à l'inverse, tu as un personnage, Bernard, qui est ivre-mort, et qui se met à engueuler l'usine en lui disant tu m'auras pas, saloperie, etc., etc. Et je trouve ça très intéressant. Tu vois, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu, Cat Blues, et en le relisant, bon, d'une part, je me suis rendu compte à quel point les décors, ce dont tu parlais, l'endroit d'où tu parles, sont d'abord vraiment très très beaux. C'est très présent. Je n'avais pas ce souvenir-là. Et dans ce rapport d'amour-haine avec l'usine, est-ce que tu peux nous en parler davantage de ce mélange de sentiments? Est-ce que c'est quelque chose que tu entendais dans ton entourage, que tu constatais? Oui, parce que tout commence avec l'école. Pas faux. Et à l'école, ça commençait comme ça. Moi, j'avais mes copains, dans ma bande, chez mes amis d'enfance. Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, après j'en parle plus, j'ai fait des études. Je suis allé à la fac, bref, passons. Mais eux, ils avaient, au point de vue intellectuel, au point de vue intellectuel, ils avaient les capacités pour pouvoir suivre à peu près le même trajet que moi. Sauf que, pour eux, c'était pas possible, parce que généralement, leurs parents étaient analphabètes, et pour eux, c'était simplement l'usine après le certificat d'études. Et ça a généré chez les gens de ma génération ce rapport-là. C'est qu'il y a beaucoup de mes amis qui étaient frustrés de ne pas avoir pu suivre le même trajet que moi, par exemple. Moi, mes parents, il y avait un projet familial qui était je dis moi, mais mes frangins aussi, ça a été pareil. Hein. Mais il y avait un projet familial qui concernait, j'allais dire, qui consistait à créer les conditions pour générer un transfuge social, c'est-à-dire quelqu'un qui échappe. Et eux, ils m'ont reproché à moi de ne plus être tout à fait comme eux. C'est-à-dire, parce que moi, j'allais à l'école, etc., etc. Et d'ailleurs, je le mentionne un petit peu aussi dans Cat Blues, ce moment-là, quoi. Et ça, c'est que on n'était pas idiots. On voyait que l'usine, c'était peut-être un endroit qui nous donnait du travail, qui nous donnait à manger, qui nous permettait d'habiter dans les maisons, et même si elles étaient petites, il y avait que 3 pièces, mais en fait, c'était quand même des maisons, c'était des cités. Nous, oui, parce que j'utilise le terme de cité, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un terme beaucoup plus générique. Et quand on parle des cités, on parle surtout des cités de banlieue, donc des immeubles, des choses comme ça. Sauf que c'était déjà l'embryon de ces choses-là, puisque c'était les logements d'ouvriers et c'était les grandes barres. Vous avez l'image des corons du Nord. Ben, il n'y avait pas que dans le Nord qu'il y avait des corons, il y en avait partout. Partout, il y avait de la grande industrie, il y avait les corons. Et donc, les corons, c'était simple, c'était une petite barre comme ça, avec 8 logements. Et les 8 logements, c'était 2 ou 3 pièces. Et donc, avoir ça, quand vous venez d'Italie et que vous n'avez rien d'autre que ça, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et ça crée de toute façon de la sociabilité. Et donc, ces cités-là, vous voyez, c'est qu'il y a plein de gens qui voulaient partir de ça, parce que tout le monde savait que c'était horrible le travail à l'usine, c'était très dur, c'était hyper dangereux, il y avait des morts tout le temps à l'usine. C'était pas des métiers faciles, c'était pas des métiers qu'on faisait de gaieté de cœur, mais c'était des métiers, et comme on était en plus des étrangers, c'était des métiers qui nous donnaient une raison sociale.
On était socialisés par le biais du travail que l'on faisait. Donc l'usine, elle avait cette fonction-là. Et pourtant, on n'était pas cons. On savait très bien que c'était un pis-aller, l'usine. Et que l'idéal, c'était de pouvoir ne pas être obligé de travailler à l'usine pour pouvoir gagner sa vie, quoi. Et bien sûr, c'était là aussi une prémonition de ce qui allait se passer, puisque toute ma génération, c'est elle qui a connu le démantèlement de toutes les usines sidérurgiques en Lorraine, quoi. C'est formidable. Tu passes à la question suivante. Hein. Il est extraordinaire. Hein. On recommencera. Hein. Donc aussi, à la diapo suivante, là, c'est un autre exemple de ce rapport ambivalent à l'usine qui ouvre, c'est au début de l'autoroute du Soleil. Il y a d'anciens sidérurgistes qui assistent justement à la destruction du dernier haut fourneau de la Lorraine des Aciers. C'est une séquence qui est incroyable parce que le dynamitage du haut fourneau se passe mal. Enfin, ici, les ingénieurs s'y reprennent à plusieurs reprises et donc les anciens sidérurgistes rient sous cap. Puis bon, à un moment donné, quand même, ça marche et là, les sidérurgistes ne rigolent plus du tout. Et tu dis, les seigneurs du fer et du feu, ils se vivaient comme ça, en fait, les ouvriers des usines de sidérurgie, les anciens seigneurs du fer et du feu qui, tout d'un coup, ne sont plus rien. Toi, dans quelle mesure ça t'a... Comment tu as vécu cette disparition Enfin, je pense que ça t'a pas touché directement ou tu Non, moi, t'es déjà échappé, en fait. J'étais échappé, moi, ouais. J'allais jamais à l'usine. Mais ton entourage, Ah, oui. Moi, mon père est mort probablement parce que mon père travaillait dans une des usines de Villerue, là, au Brive. L'usine a fermé et il a été déplacé sur l'usine d'à côté, sauf qu'il a été déclassé. C'est-à-dire qu'il avait un certain niveau de qualification professionnelle et il s'est retrouvé, j'allais dire, 2 niveaux en dessous, quoi. Et il l'a très très mal vécu et il en a conçu une certaine amertume et qui a fini par le rendre malade et il en est mort. Il est mort d'un cancer. Mais moi, surtout, ce que j'ai vécu, c'était à une époque où je commençais à comprendre que l'espèce de fascination que j'avais pour les petits bourges que j'avais trouvé au lycée. Le lycée de Longwy, on était très peu nombreux, hein, les enfants d'ouvriers qui étaient au lycée. Je vous parle de ça du début des années 60. Hein. Et effectivement, on était peut-être quoi? Il y avait peut-être 10% de la population des élèves du lycée qui étaient d'origine, qui étaient enfants d'ouvriers. Et là-dedans, les immigrés, on était encore en dessous, quoi. Et au bout du compte, moi, quand je suis rentré à la fac, on était 5% des enfants d'ouvriers à faire des études supérieures. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre que moi, quelque part, à un moment donné, j'ai eu honte d'avoir eu honte de ce que j'étais. Bon, j'ai caché le micro. Donc, vous savez, ce qui fait, moi, je pense, et ça, c'est vrai, probablement, y compris pour les gosses d'ouvriers, même s'ils sont d'origine française ou pas, quoi. C'est qu'à un moment donné, on porte une culpabilité. Moi, j'ai eu énormément de mal à m'en débarrasser, tout simplement parce qu'on a trahi. On a trahi notre classe. En quittant notre classe, on l'a trahi. C'est-à-dire qu'on laisse derrière nous les nôtres. Et je crois que moi, je me suis mis à faire des bandes dessinées pour me guérir de ça. Pour me guérir de cette... C'est-à-dire que ce que j'avais trouvé en m'éloignant, en m'écartant, la distance que j'avais mis entre ce que j'étais et donc la culture qui était la mienne quand j'étais dans les cités par rapport à ce que j'ai trouvé à la fin de mon parcours scolaire, eh bien, ça a généré chez moi un sentiment de culpabilité. Et en même temps, j'ai eu envie d'être comme ceux avec qui j'étais, avec les gamins, enfin, c'est pas les gamins, les adolescents et les jeunes adultes du lycée et de la fac. Et j'ai voulu leur ressembler. Et donc, ça m'a donné honte de ce que j'étais. Et quand je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire, il y a des gens qui m'ont aidé qui m'ont donné les outils
pour comprendre ça. Et notamment, c'est surtout les outils de la sociologie, dont un notamment qui était Pierre Bourdieu, et parce qu'il m'a donné les outils pour me comprendre. Et surtout, il m'a donné les outils pour ne plus souffrir d'avoir trahi. Ça a l'air grandiloquent comme ça, hein, un peu mélo, mais c'est quelque chose de très très puissant chez les transfuges de classe. Si jamais vous avez l'occasion, vous avez un ami qui est un petit peu dans ce cas-là, posez-lui la question. Vous verrez qu'il vous répondra de la même manière. Bien sûr, il y en a qui même, j'allais dire, renient ce qu'ils ont été. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait bien à ressembler aux bourgeois auxquels ils avaient envie de ressembler. Mais il y a les autres, et les autres sont aussi très, très nombreux. Et donc, moi, il est probable que quand je me suis éloigné, et j'ai souffert de cet éloignement, et avec ce que j'avais acquis en allant voir ailleurs, parce qu'en fait, quand on quitte l'endroit où on est aussi, on découvre le monde. Hein, le monde, il est riche. Eh bien, j'ai voulu redonner ce que j'avais trouvé en m'éloignant, et je l'ai fait avec les bandes dessinées, et je l'ai fait sur ce mode-là. Parce que, qu'est-ce que, pour moi, auteur, je suis l'auteur de bandes dessinées qui, sans arrêt, brosse, en l'affinant de plus en plus, le même portrait d'une classe, la classe ouvrière. C'est formidable parce que tu vois, tu as répondu à la question que je ne t'avais pas encore posée. Quelle a été l'influence de cette disparition de la case de l'industrie sur ton désir de parler de ce monde ouvrier? Eh bien, tu viens de le dire. Alors, on va passer à la question suivante. Voilà. À savoir, avec donc un nouveau visuel qui est la magnifique affiche que tu as réalisée pour le festival d'Angoulême l'année où tu as été président. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que quand on reçoit le Grand Prix de la ville d'Angoulême, on est président de l'édition suivante et entre autres obligations, on fait l'affiche. Pourquoi avoir choisi la BD? Parce que ta formation initiale, d'abord en maths et physique quand même, puis donc en sport, ne te prédisposait pas vraiment à la bande dessinée. Et pourquoi la bande dessinée plutôt que le cinéma ou la littérature, par exemple? Pour la littérature, c'est sûr que j'étais fâché avec elle depuis le bahut. Parce que pour moi, c'était un outil de la violence qui m'était faite. Parce que j'étais pas j'allais dire, naturellement, je n'étais pas porté à la littérature parce que tout simplement, chez moi, il n'y avait pas de bouquin. Le cinéma, peut-être, mais ça appartenait à un monde tellement plein de pognon, plein de fric, plein de trucs comme ça, j'avais une défiance vis-à-vis de ce truc-là, quoi. Et puis en plus, c'était, je le savais, c'était même en acceptant, j'allais dire, les pires humiliations pour pouvoir pénétrer ce monde-là, ça restait quand même un métier qui était vraiment qui apportait une toute petite caste de rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment pas un truc qui m'a fasciné. J'adore le cinéma, hein. J'adore le cinéma, mais j'ai jamais eu envie d'en faire. Et comment dire? Oui, parce que moi j'ai fait maths physique, hein. Quand j'étais à la fac, une année de sciences, et puis au terme de cette année-là, comme j'étais boursier, donc il fallait d'abord que je réussisse mes examens, donc j'ai réussi mes examens, et sauf que là, j'avais décidé déjà d'arrêter ça. Je voulais pas faire ça, ça prenait trop de temps, et puis je voyais bien qu'au bout du compte, je pouvais être quoi, maximum prof, et prof de maths, putain, c'est chiant. Et donc, il y avait un professorat qui me tendait les bras, parce que je n'étais pas mauvais en sport, c'était professeur d'éducation physique, parce que j'avais des bons modèles au bahut où j'étais, quoi. Notamment, il y en avait un qui s'appelait Boudiou, et parce qu'il disait toujours Boudiou, Boudiou, Boudiou. Et le truc, je me souviens tout le temps, il se pointait, il avait l'équipe sous un bras et le ballon de foot sous l'autre bras. Il laissait tomber le ballon, il le laissait rebondir une fois, il donnait un coup de pied dedans, allez, démerdez-vous avec ça. Et je dis, ça, c'est un beau métier pour moi. Parce que, en fait, j'ai très vite compris que le vrai luxe que pouvaient m'apporter mes études, c'était de ne pas passer ma vie à la gagner. Et je savais que j'avais envie, parce que j'avais entrevu des possibilités partout, à droite, à gauche, y compris chez les gosses de Bourges, hein, parce que bon, il n'y avait pas que des cons, quoi, heureusement. Il y avait des filles, surtout. Et donc, j'avais vraiment... Je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Et effectivement, ça m'a permis vous savez que les profs de gym, ils n'ont pas de correction.
Mais ils sont astreints aussi à faire des préparations, des trucs comme ça. Mais moi, je me suis exonéré des préparations. Et donc, j'ai été, je pense, un bon prof de gym parce que j'adorais les gamins qui étaient avec moi. C'était un grand moment de ma vie, quoi. Et ça m'a aussi, mais par contre, ça m'a laissé pas mal de temps, quoi, de temps libre. Et le temps libre, ben voilà, j'ai dessiné parce que un jour, j'ai rencontré Marmout à croiser, celle de Reiser. Et pour moi, c'est un pur génie. Et si je me suis dit, putain, si on peut empoigner les choses de la vie, en sachant à peine dessiner comme lui, je vais faire ça aussi. Et donc, j'ai commencé à mettre une pomme de terre au-dessus d'une autre pomme de terre, des balais à la place des bras et des jambes. Et sauf que Reiser, j'ai très, très vite compris que c'était illimitable, indépassable, et qu'on avait affaire là à un génie. Mais ça m'avait donné goût, j'avais pris goût au truc, et puis voilà comment on peut commencer à devenir auteur de bande dessinée, quoi. Est-ce que tu en lisais quand tu étais gamin? Parce que Igor, oui, là, dans les années Spoutnik, il lit Vaillant, oui. Il lit... Oui, on va encore dire que c'est autobiographique, mais effectivement, je lisais Vaillant. Non, on a compris que ce n'était pas autobiographique. Je lisais Vaillant, parce que mon père, je pense pas que mon père ait jamais été encarté au Parti communiste. Mais il était pensé, il réfléchissait, il agissait comme un communiste, quoi. Et je me souviens que les rares fois où il m'a parlé, il parlait très peu, mon père. Et il m'avait juste dit un truc, écoute, quand tu seras grand, tu voteras pour qui tu veux, mais jamais pour un socialiste. J'ai tenu parole. Je l'ai écouté et j'ai été inflexible. Sauf en 81. J'ai regretté après, mais bon. Et donc, encore une digression qui nous éloigne de Reiser, ouais, de Reiser et donc de la bande dessinée, quoi. Et en fait, c'est ce type-là, il m'a donné la perspective d'un outil pour pouvoir dire ce que j'avais à dire. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'était aussi le statut social de la bande dessinée à l'époque. La bande dessinée à l'époque était, j'allais dire, était dans le caniveau. Et d'ailleurs, quand on lisait des bandes dessinées, on les lisait aux chiottes. Ça méritait pas plus que ça, quoi. Vous savez, le discrédit de la bande dessinée était quelque chose de profondément ancré dans la culture française des années 60 et 70. C'est vrai qu'on a du mal à maintenant, on n'imagine pas que ça puisse être comme ça, mais c'était comme ça, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, j'étais en familiarité. En plus, j'ai lu Vaillant, mais aussi L'Intrépide, mais aussi Black le Rock, Buck John, Tarzan, enfin tout. Et un jour, Harakiri. Pour moi, Harakiri, ça a été un choc émotionnel, culturel. Et je me suis dit, OK, c'est là que je vais aller. Enfin, quand même, tu as un peu progressé par rapport aux patates du départ. Moi, je n'y crois pas un seul instant. Dans un entretien, tu parlais aussi de Munoz. Oui, non, attends, ça, c'est des génies. Ça, ouais. Si vous ne connaissez pas Munoz et Sampaio, ils ont été connus en France grâce à Charlie Mensuel, oui. Le magazine dont Wolinski était le rédac-chef, qui était finalement un des meilleurs mensuels de bande dessinée qui ait jamais existé. Ah, oui. Exceptionnel, avec à la fois des bandes dessinées patrimoniales, enfin on ne disait pas ça comme ça, et le meilleur de la création étrangère. Et c'est là qu'est paru, je pense que tu les as découverts là aussi, oui, c'est là que je suis tombé dedans, moi pareil, Alaxiner, donc une série qui s'appelait Alaxiner, qui était donc de deux auteurs argentins, Munoz et Sampaio. Oui. Sampaio étant le scénariste et José Munoz étant le dessinateur. Et là, qui manipule le noir avec une puissance, et bon, comme tous les grands maîtres, quoi. Il est inabordable. Il est le seul à faire ça et il est le seul à avoir cette puissance-là. Bon, moi, je m'y suis essayé et il a été très important pour moi, Munoz, parce que c'est à cause de lui que j'ai fait Kéké de Blues comme je l'ai fait, quoi. Et sauf que je n'avais pas du tout la maîtrise des Noirs comme lui pouvait l'avoir, quoi. Et donc, ça m'a permis encore une fois, hein, Aujourd'hui, vous savez, on me dit « Oh, mais t'as un style qui est reconnaissable entre mille. » Mais en fait, moi, je n'ai pas de style. Je n'ai pas cherché à avoir du style. J'ai passé juste mon temps à faire le tour de mes difficultés à représenter les choses. Moi, j'aurais aimé dessiner comme Cabane, comme Max Cabane, mais simplement, j'y arrive pas. Donc, parce que j'y arrive pas, mais que je vais quand même dessiner une histoire d'amour entre un garçon et une fille, ben, je vais faire le tour de mes difficultés pour arriver, avec ce que je sais faire, d'arriver à toucher, au point de vue émotionnel, le lecteur avec cette histoire d'amour, pour prendre un exemple.
pour moi, voilà, c'est ça. Je crois que l'écriture, le style, c'est l'art et la manière qu'on l'on met en œuvre pour faire le tour de ces difficultés. Bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu as complètement raison. On en est tous là. Moi, je suis dessinatrice aussi, donc je me reconnais complètement dans ce que tu décris. Quel que soit le niveau qu'on a, on est tout le temps en train d'essayer de faire le tour de ces difficultés. Alors, à propos de faire le tour, est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Parce que là, il est déjà 8 heures. On peut continuer, d'accord. On va continuer donc avec, en abordant des sujets un peu plus légers, à savoir le rock. Ah. Yeah. Et les belles voitures. On allège un peu à la fin de la rencontre, après toutes ces considérations sociales, engagées, politiques et militantes. Alors, le rock, oui, là j'ai fait un petit montage avec les 3 couvertures de Keket Blues, où on voit un jeune garçon avec une banane à la Elvis Presley et une guitare électrique, la page de garde d'un des volumes où on voit le même jeune homme se déhancher façon rock'n'roll, et puis une séquence qui est à la fin de l'histoire de la partie, où on voit un groupe de rock qui va se mettre à chanter Keket Blues, justement, parce que ce titre évoque une musique. Bon, blague à part, c'est quand même très présent, et c'est d'ailleurs aussi présent dans Bella Ciao. Je vais avoir besoin à nouveau de ma... Voilà, il y a carrément un chapitre qui s'ouvre avec comme ça l'opposition des Chaussettes Noires et de je sais plus trop quel chanteur. C'est Claudio Villa, voilà. Le chanteur de Mamma, Mamma son tanto felice. Et pendant que les adultes sont en train de danser une danse hyper traditionnelle, les mouflés vont mettre à tue-tête les chaussettes noires dans une chambre. C'est une séquence extrêmement drôle. J'en ai déduit que tu avais un rapport affectueux avec la musique rock. Oui, je pense que... Moi, mon rêve, c'était d'être guitariste de rock'n'roll, hein, bien sûr. C'est vrai que tu as eu une Fender Stratocaster. Je l'ai toujours. Hein. Wow. Je l'ai toujours. Oui. Je n'ai toujours pas en jouer, mais je me souviens, c'est la première fois que j'ai gagné de l'argent avec les bandes dessinées. C'était avec Dargaud, et c'était quand Dargaud était au-delà du pont de Neuilly. Et je me souviens être allé chez eux pour toucher un chèque qui était peut-être les premières planches que j'avais publiées dans Pilote. Et avec ce chèque-là, je suis allé tout de suite dans une rue, je ne sais plus trop où, vers Pigalle, par là, où il y avait un magasin, il y avait donc Daddy ah oui, oh là là. Qui vendait, et j'ai acheté donc une Stratocaster. C'est marrant parce que tu vois, ce souvenir-là, tu vois comment on retient quand même les trucs les plus débiles des interviews. Je m'étais souvenu que tu avais raconté ça dans une interview, donc c'était il y a super longtemps. Je me dis quand même, le gars gonflé, quoi. Il touche sa première paye, il va s'acheter une Stratocaster, qui est, si vous ne savez pas, la guitare mythique, la guitare électrique que tout un chacun qui aime le rock a envie d'avoir, quoi. Et donc non, mais dit autrement, et à propos du rock'n'roll, c'est l'autre pan de ma vie, ça. Je pense que c'est... Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est justement parce que, vous savez, les trois couvertures de Keket Blues qu'on avait vues tout à l'heure, là, en fait, ce ne sont que des positions de Johnny Hallyday. La première, sous un faux 45 tours. Le deuxième aussi. C'est 3 pochettes d'un disque de Johnny Hallyday. Moi, Johnny Hallyday, pour moi, c'est le Johnny, le mec à la moto et tout, j'en ai rien à foutre parce qu'il ne m'intéressait plus, quoi. Mais pour moi, Johnny Hallyday et les Chaussettes Noires m'ont fait découvrir le rock'n'roll. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont fait tomber dedans. Donc, début des années 60, 61 même exactement, il y a Hallyday qui déboule avec les Chaussettes Noires. Moi, je rentre là-dedans, je regarde le disque qu'un copain avait acheté, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter de disque, évidemment. Et je vois qu'il y avait pour les titres, il y avait des titres en anglais, et avec les noms des gens... et c'est là que j'ai vu la première fois Jane Vincent, mais aussi Buddy Holly, Cochrane, et tout. C'était écrit là-dessous, quoi. Hein. Et donc, je suis allé voir ce que c'était, ces trucs-là. Et donc, là, je tombe dedans. Mais littéralement. J'étais vraiment bien allumé. Et l'autre truc qui m'a fait tomber dedans, c'était plus tard, peut-être 10 ans, même pas 10 ans, quelques années après. C'est le micro. Ben oui, à force, je vais le tenir.
À force de gigoter comme ça devait arriver. Et, évidemment, je te fais parler de rock aussi. Et donc, vous savez, je suis d'Ablec qui s'appelle Villerue, qui est aujourd'hui un peu plus connu parce qu'il y a un festival du film italien qui dure depuis un peu plus de presque 40 ans. Et donc, il y a une salle des fêtes qui avait été construite, qui était la salle des fêtes Maurice Thorez, bien sûr, et avec une très très grande salle. Pour nous, c'était le summum de la modernité, forcément, quoi. Et là, il y a eu des concerts, enfin des spectacles, et il y a en 67, en octobre 67, il y a Johnny Hallyday qui venait. Alors, on va voir Johnny Hallyday, surtout que les prix étaient dérisoires, c'était la mairie qui payait. Et donc, on va voir Johnny Hallyday, et en première partie de Johnny Hallyday, il y avait un noir hirsute qui s'appelait Jimi Hendrix. J'ai donc découvert Jimi Hendrix à la salle des fêtes Maurice Thorez de Villerue. Génial. Ma vie a changé ce jour-là. Elle a changé ce jour-là. Je crois que 3 jours après, j'étais parti, j'étais en route sur Amsterdam à faire du stop, enfin bon, tout le genre de trucs, tout ce bazar qu'il y a eu à ce moment-là, quoi. Et donc, le rock and roll pour moi, c'est vraiment, je crois que ça fait partie de ma personnalité. Je ne peux pas envisager. Moi, Charlie Watts est mort, j'ai été effondré. J'avais perdu un copain, quoi. Mais j'écoute toujours les Rolling Stones. Et aujourd'hui, moi, chaque fois que je dessine, quand je dessine, pas quand j'écris les scénarios, hein, parce que là, j'ai besoin d'un peu de silence, mais quand je dessine, je mets toujours du rock, et très fort. Donc, avec ma femme, on a été obligé de négocier pour mettre des obstacles pour le son, parce qu'elle ne supportait pas trop le bruit que ça faisait. Mais donc, sachez que tout le dessin, moi, je dessine comme ça, je suis convaincu que c'est parce que j'écoute du rock en même temps, quoi. Il y a l'énergie qu'il y a dedans, quoi. Parce que, en fait, c'est quoi le rock? Le rock, c'est pas une musique à message. Le rock, c'est juste une affaire au mieux, j'allais dire, de s'approprier son corps et d'en faire ce que l'on en veut après. Avec. Et l'autre, c'est une question de transe. Ça a à voir avec la transe. Et c'est le genre d'état mental qu'on recherche quand on travaille, quand on dessine, quoi. C'est-à-dire, c'est ce moment où on a le sentiment de ne pas être un simple ouvrier en train de remplir des cases, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, on est tout entier, comme ça, suspendu, accroché au-dessus du crayon qui est en train de tracer un trait sur une feuille, quoi. Et cet état-là, c'est vraiment un état de grâce, hein. Il n'est pas fréquent, mais quand il arrive, quand vous redescendez, ben vous êtes content. Tu en parles très bien. Et on va quand même peut-être finir avec là, parce que en fait, j'ai tellement apprécié la manière dont tu dessines les voitures, en particulier dans l'autoroute du Soleil. Et oui, parce que moi, j'aime beaucoup dessiner les voitures aussi, bien qu'étant une piètre conductrice. Donc, voilà, j'ai mis pour le plaisir des yeux, la Chevrolet et la Facel Vega, parce que la Facel Vega fait l'objet d'un chapitre, enfin, c'est très, très drôle. C'est magnifiquement dessiné. Il y a plein de voitures dans l'autoroute du Soleil. Bon, évidemment, comme il y a une question d'une autoroute, il y a beaucoup de voitures. Même les 4L, tu les dessines superbement. Donc, je voulais savoir si tu avais le même rapport. Après la Fender Stratocaster, est-ce que tu t'es acheté une Facel Vega ou est-ce que c'est juste les dessiner que tu aimes? Hélas, j'aurais bien aimé, mais quand je me suis intéressé, parce que cette voiture m'a fasciné, littéralement, quoi. Sauf qu'il y en avait une qui était même pas en état de marche et qui, à l'époque, coûtait, je ne sais plus, de l'ordre, comme on disait, 30 ou 40 briques, quoi. Une bagnole qui ne marchait pas, quoi. Je dis, ah bon? Et puis là, maintenant, récemment encore, je me suis encore un peu intéressé à la question. Et il y en avait une rouge en plus, une Facel Vega, une HK 500, hein, pas la Facelia. Excusez-moi, je commence à jargonner. Là, je l'ai lancé sur un truc. Non, c'est la Facel Vega, l'HK 500, là, rouge, en état de marche. C'était quand même 200 000 €. Elle dit, là, je ne peux pas. Et je suis allé voir mon éditeur. Est-ce que je ne pourrais pas pousser pour parodier Sampé une longue plainte jusqu'à 250 000 exemplaires? Vous connaissez ce dessin de Sampé? Il est excellentissime. Bon, donc, oui, non, les bagnoles, tu te consoles en les dessinant. En les dessinant, oui, je trouve ça, c'est magnifique. Ce sont tellement des belles choses, des beaux objets, qu'on
on ne peut pas dessiner une voiture à peu près. Moi, je ne supporte pas quand on dessine, même s'il y a une cohérence stylistique entre le traitement des personnages et des bagnoles, de ne pas respecter, j'allais dire, le dessin d'une voiture parce que c'est quelqu'un qui l'a fait. Et donc, moi, je trouve que je fais très attention, je suis très méticuleux. Alors, j'ai besoin d'une doc monstrueuse pour faire ça, parce que c'est sûr que c'est pas en allant regarder une Facel Vega que je peux la dessiner. Alors, nous avons quelques questions posées en ligne, et puis après, on demandera quand même à la salle aussi, sinon pas de questions. Une première question de Sylvie, qui pose sa question depuis la France, qui dit « Maintenant que vous ne culpabilisez, entre guillemets, plus d'avoir changé de classe sociale, pensez-vous écrire sur d'autres thèmes que la classe ouvrière et l'immigration? Quelles autres thématiques vous attireraient ?» Sincèrement, je ne crois pas. Peut-être en faisant des choses légères comme fait péter les bases Bruno ou des trucs comme ça. Mais même ça, encore une fois, c'est encore les personnages qui sont issus de ces endroits-là du champ social, quoi. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce qu'on n'est déjà pas très nombreux à le faire. Alors si moi je m'arrêtais d'en faire, ça serait un petit peu... ça serait quasiment déserté. Oui, c'est vrai que les thématiques sociales, elles sont assez absentes. Enfin, en tout cas, au moment où tu as démarré, toi, au milieu des années 80, c'était totalement absent de la bande dessinée. Et même encore maintenant, je dirais que c'est pas... Enfin, en tout cas, quand c'est traité, c'est pas traité de cette manière-là du tout. C'est toujours traité sur un mode folklorique, mais jamais comme ça, avec un point de vue qui vienne de ces endroits-là, quoi. Et donc, non, je pense que... oui, mais je ne m'interdirais pas de faire des choses plus légères. Mais pour moi, j'ai fait mon boulot. C'est ce que je devais faire. D'accord. Il y a une question de Roberto qui est à Barcelone et qui aimerait savoir si tes bandes dessinées sont lues en Italie. Oui. Je ne sais pas si elles sont lues, en tout cas, mais elles sont traduites. Elles sont traduites. Tu n'as jamais eu de retour, de témoignages, de courriers Si, non, pas tellement de courriers, parce que après, c'est le problème de la langue. Les Italiens écrivent en italien. Quoique j'arrive à lire l'italien, mais c'est toujours un petit peu difficile. Généralement, c'était quand il y avait encore des festivals en Italie. Maintenant, il n'y en a plus à cause du Covid, mais notamment à Lucca ou alors à Naples, mais aussi à Bologne, des choses comme ça. Là, je voyais des lecteurs italiens. Et c'était plutôt... moi, j'aimais beaucoup ces rencontres-là parce que généralement, je suis plutôt content de mes lecteurs. Ils ne déçoivent jamais. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un qui vienne en se disant quelque chose où je me rendais compte qu'il avait rien compris à ce que j'avais dit, ou alors même compris à l'inverse, quoi. Parce qu'un jour, par exemple, vous savez, la question de la représentation des personnages, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre en scène un étranger. Aujourd'hui, je vais prendre la question des Maghrébins. Et pendant longtemps, moi, j'ai considéré qu'il était de mon devoir d'auteur de masquer la réalité et de leur donner des beaux rôles. De l'Autoroute du Soleil, Karim, qui est donc un Algérien, Karim a un beau rôle, même s'il commence comme une petite crapule, mais il a un beau rôle, c'est un personnage important. Eh bien, je pense que ça faisait partie de mon devoir. Et maintenant, je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire de l'immigration en France où on peut commencer, moi je vais commencer à aborder des questions en leur donnant aussi des mauvais rôles. Parce que c'est quand même une chose qui est quand même constante. Et ça, c'est depuis la nuit des temps de l'immigration. C'est que dans un premier temps, les étrangers occupent, j'allais dire, une place peu enviable qui est celle de la lie de la société. C'est-à-dire que ça génère tous les rackets, toutes les gangsters, tous les voyous, toutes les crapules. C'est là qu'ils sont. Bien sûr, on ne met que cela en avant pour masquer l'énormité de ceux qui essaient tout simplement de survivre là où ils sont et de vivre le plus correctement possible. Et, si c'est possible, d'arriver à devenir transparent. Mais donc, ça, vous voyez, ça fait aussi partie de ça. Les Italiens, par exemple, n'ont plus ce problème-là. Ça fait très, très longtemps qu'eux travaillent avec la lie de leur société. Notamment, je pense à un film ou un bouquin comme Gomorra, ou par exemple, ou un truc comme ça c'est quand même assez époustouflant. J'aurais bien aimé faire Gomorra en bande dessinée.
Alors à propos d'Italie, il y a Regina, qui habite au Brésil, qui pose la question: c'est quoi l'Italie dans votre vie? Quelle est votre relation avec le pays dont vient votre famille? C'est la nourriture. De toute façon, la nourriture, je pense que c'est un pan fondamental de la culture. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les glissements successifs. D'ailleurs, dans le tome 3, la recette va être un glissement vers tout simplement, c'est que ça va partir d'un risotto, et du risotto, on va glisser vers autre chose que le risotto pur. C'est-à-dire que autre chose qu'il y a, ça va être quelque chose qui vient de la cuisine française. En gros, c'est très simple, c'est un vol au vent au cèpe. C'est une copine qui fait ça, c'est une tuerie. Et donc, pour moi, elle m'intéresse parce que c'est une métaphore. C'est qu'en même temps, voilà l'Italie aujourd'hui, c'est que l'Italie qui est massivement quelque part va influer sur, j'allais dire, sur les strates culturelles que les Italiens vont assimiler, que les étrangers vont assimiler, quoi. Et je crois que moi, mon rapport personnel avec l'Italie, c'est que je vais tous les ans en Italie, quasiment, quoi. Mais sauf que simplement, c'est que je vais voir l'Italie des origines, quoi. Enfin, ce qu'ils sont devenus plutôt. Parce que quand je suis même allé, alors que je n'ai jamais foutu les pieds en Espagne parce qu'il y avait Franco, j'ai été en Italie quand il y avait Berlusconi. J'ai fait ça. Des fois, j'ai honte, mais je l'ai fait quand même. Et donc, ce rapport-là, parce que moi, quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin, je vivais en Italie. Je sortais de chez moi, il n'y avait que des Italiens dans les cités. Donc, automatiquement, même si j'étais un bâtard, je suis très fier d'être bâtard, hein, mais j'ai grandi en Italie. Et donc, pour moi, je vais là-bas naturellement. Et même si je ne parle pas italien, la musique, elle est telle que... La musique de la langue, elle est telle que très rapidement, en quelques quinzaines de jours, c'est bon, j'arrive à me débrouiller, quoi. Et après, l'année d'après, il faut tout recommencer à zéro parce que j'ai oublié. Alors, je vais peut-être prendre une dernière question en ligne et après, on passera on posera à la salle la question de la question. Angelo de Vérone, justement, qui te demande: auriez-vous un conseil à donner aux jeunes BDistes? Ouais, parce que il n'y a pas que Angelo qui m'a déjà posé cette question. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question quand je suis en dédicace, notamment parce que généralement c'est les parents qui viennent demander: mais comment on peut devenir, mon fils ou ma fille, elle adore faire ça et tout, et que c'est très bien. Et donc, moi, je me permets, c'est absolument pas de l'égocentrisme de ma part. Je leur donne mon exemple. Et moi, j'ai commencé à faire des bandes dessinées, je travaillais. C'est-à-dire que, pour moi, faire des bandes dessinées, c'était un luxe que je m'offrais parce que, à côté de ça, je gagnais ma vie. Je mangeais, j'habitais, j'avais une maison, enfin, j'habitais quelque part, j'avais une bagnole, etc., etc. Et ce luxe-là, que c'était un luxe, c'est ce qui m'a permis de toujours faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, je n'ai jamais, eu une attitude mercenaire vis-à-vis d'un éditeur ou des choses comme ça, quoi. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et ce luxe-là, c'est, j'allais dire, le maximum. Mais la condition sine qua non de ce luxe-là, c'est celle-là. Il faut d'abord gagner sa vie. Parce qu'aujourd'hui, le monde des bandes dessinées est tellement dur, tellement difficile. Demander à n'importe quel jeune auteur qui démarre comment il vit sa situation, c'est vraiment pas terrible du tout, quoi. Donc, d'abord, tu gagnes ta vie et après, tu te payes le luxe de faire des bandes dessinées. Et puis, avec un peu de bol, si tu as du talent et si tu sais j'allais dire, trouver les bonnes personnes, c'est possible. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des gens, peut-être des gens parmi vous qui avaient l'intention de venir autour de bande dessinée. N'allez pas vous jeter dans la Seine. J'aurais voté.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? L'édition italienne de Bella Ciao s'appelle un Caro Prezzo. Caro prezzo, sì. Et tout à l'heure, justement, on parlait du fait que vous aviez voulu appeler ça le prix à payer. Oui. Pourquoi tout compte fait avoir basculé sur Bella Ciao? C'est mon éditeur italien, un type qui s'appelle Igor Tuveri. Sauf que, normalement, il est connu plus son nom de plume, il s'appelle Igorst. Remarquable. C'est un copain, donc il est bon. Et c'est aussi mon éditeur. Et c'est lui qui m'a dit qu'en ce moment, le problème, c'est que Bella Ciao avait été accaparé en Italie par tout un pan qui avait plus à voir avec la bande des étoiles. Là. Donc, et que c'était devenu presque... Il y avait un enjeu idéologique et qui... et d'après lui, et j'ai accédé à sa remarque parce qu'elle était, je trouve, vachement pertinente. Il dit que ça serait dommage que que Bella Ciao soit lu à l'aune de ce qui se passait présentement en Italie. Quoi. Et donc, pour cette raison-là, on a cherché un autre titre. Je lui ai dit, écoute, moi j'en ai un, puisque c'était mon sous-titre. C'était le prix à payer. Sauf que là, donc, c'est l'italien. Et a caro prezzo, c'est cher payé, quoi. Ça veut dire cher payé. Et donc voilà pourquoi le titre en italien, c'est pas Bella Ciao. Et ça ne sera jamais. Si, mais je crois qu'il est quand même en sous-titre, non? Sur le tome 1. Ouais. Alors que là, je ne me suis pas foulé pour les sous-titres en français. Enfin, en français. C'est uno, due, tre. Ouais, tu renoues avec part 1, part 2, bien sûr. Parce que, et d'ailleurs, je vais carrément reconvoquer Keke Blues dans le 3. Ouais. Une autre question? Mais oui, Misako, au Japon. Ouf. Harakiri, c'est l'esprit de samouraï. Tout à l'heure, tu as parlé du Harakiri, le journal. Avez-vous un intérêt pour la culture japonaise ou le manga? C'est vrai que je n'ai pas abordé cette question, oui, qui est ton aventure japonaise, puisque l'autoroute du soleil était au départ en fait une bande dessinée que tu as réalisée pour destinée à un éditeur japonais. Un éditeur japonais qui a été publié dans le magazine Morning au Japon. Donc oui, as-tu un intérêt pour la culture japonaise ou le manga? En dehors de cette expérience En dehors de cette expérience, mais je pense que c'est la culture japonaise. Oui, parce que Harakiri, il faut bien spécifier que c'était un journal satirique français et qui avait dans le dessin, le logo avait été dessiné par Cavana. C'était quelqu'un qui s'ouvrait le ventre en deux avec un couteau. C'était très drôle. Mais mon rapport avec le Japon, c'est que moi, très très longtemps, j'ai pas compris ce qui se passait au Japon, et notamment la culture du manga. J'ai juste vu débouler sur les écrans de télé des enfants de mes copains tout ce qui arrivait du Japon, les Goldorak, les Dragon Ball, les choses comme ça, et qui était avec le club de Dorothée. Mais simplement, pour moi, j'étais déjà beaucoup trop vieux pour pouvoir faire attention à ça, et ça m'avait pas enthousiasmé, ça n'avait pas évoqué grand-chose chez moi. Et bizarrement, c'est parce que le Japon s'est intéressé à mon travail, c'est-à-dire, en gros, c'est très simple, c'est les deux éditeurs de chez Kodansha qui étaient venus en Angoulême à un moment, une année où j'avais eu le prix du meilleur album pour Le Chemin de l'Amérique, et qui m'avaient demandé si je voulais bien travailler pour eux. Je lui ai dit oui, bien sûr, je suis d'accord. Et à l'époque, je connaissais quoi du manga? Uniquement Akira. C'est tout, parce qu'il y avait que ça en France. Et donc, j'avais entrevu qu'il y avait quelque chose qui se passait de ce côté-là, mais j'étais à des années-lumière de penser d'envisager l'industrie du manga au Japon. C'est quelque chose de colossal. Alors forcément, ça déborde. Et ils ont aussi une attitude, d'un strict point de vue commercial, une attitude assez agressive, assez impérialiste. Et donc, automatiquement,
J'ai des réserves sur l'intrusion du manga en France, parce que je suis convaincu que les trois quarts des lecteurs qui lisent des mangas ne comprennent pas ce qui est en jeu dans le manga. Mais moi, personnellement, j'étais juste, comment dire, j'avais une vision romantique du Japon. C'était un pays magnifique, j'ai eu l'occasion de le visiter. Après, je me suis rendu compte que je ne me trompais pas, que c'était vraiment... Moi, ce qui m'a toujours fasciné au Japon, c'est l'hyper-civilisation japonaise, quoi, où il y a quasiment, même ce qui a l'air d'être le plus naturel au monde, ben, c'était encore une fabrication humaine, quoi. Et ça a à voir quelque part, ça m'a fait penser, moi je l'avais associé à la Sicile dans mon image. La Sicile, vous savez, c'est un monde qui a été entièrement, un pays qui a été entièrement construit par l'homme, hein. Et pas construit seulement avec des immeubles, mais aussi organisation des paysages, répartition des masses de verdure, etc., etc. Sans qu'il y ait un architecte pour faire le travail, hein. Alors que les Japonais, eux, c'est toute une culture qui est tournée vers la transformation de la société, de la nature, pour en faire une nature, j'allais dire, civilisée. Et personnellement, je suis très admiratif de ce Japon-là, quoi. Bon, maintenant qu'ils viennent je regrette parce que l'autoroute du Soleil n'a pas eu le succès escompté au Japon, parce que je pense il est sorti juste au plus mauvais moment, c'est-à-dire le Japon rentré en récession. Et bien sûr, la première chose que les Japonais ont fait, c'est de réduire un peu leur consommation de manga. Donc du coup, ça n'a pas très très bien marché. Et en fait, je pense surtout, je crois que les codes qui étaient à l'œuvre dans mon travail n'étaient pas les codes du manga. Et donc, automatiquement, il y a beaucoup de lecteurs japonais qui sont passés à côté, quoi, qui n'ont rien compris. Heureusement, les Français et les Européens m'ont plutôt rassuré de ce côté-là. Il y a quand même une dimension, je trouve, dans ton travail qui te rapproche du manga, c'est la dilatation temporelle. Tu vois, l'action de Kick-It Blues, par exemple, ton tout premier album, oui. C'est quoi? C'est une poignée d'heures, c'est sur 2 jours, quoi. Oui, c'est ça, 2 jours. Ouais. Du 31 décembre au soir au 2 janvier au matin. Oui, encore, même peut-être moins. Ouais. Peut-être même moins, sur 138 pages. Ça se faisait pas du tout, ça, dans les années 80. Donc, moi, si tu veux, quand j'ai réfléchi à cette... je me souvenais de cette histoire que tu avais travaillé au Japon, je me suis dit, mais au fond, cette dilatation temporelle qui est quand même une des spécificités du manga, elle était déjà présente dans ton travail. Tu vois, et que de ce point de vue-là, la narration comme ça, extrêmement dilatée, ça pouvait expliquer, tu vois, qu'on t'ait demandé en fait. Peut-être, oui. J'avais jamais envisagé les choses de cette façon-là, mais effectivement, tout simplement, ils ont été attirés par mon travail, tout simplement pas tant probablement pour ce qu'ils y lisaient, parce que de toute façon, ils lisaient pas le français, mais c'est peut-être voir un petit peu au niveau de l'organisation des pages et au niveau de l'évolution des différentes actions, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui est à qui on pourrait demander de travailler. Quoi. Dans le découpage, le fait de consacrer 4-5 pages. Je n'avais jamais pensé à ça. Merci. Scène. Je ne suis pas venu pour rien. Je pourrais faire le malin plus tard avec ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je te laisse le copyright. Une autre question dans la salle? Bonsoir, merci pour la qualité de l'échange. Et je voudrais... Vous voulez parler plus fort? Pardon. Merci pour la qualité de l'échange. Et je voudrais savoir comment vous jouez de la couleur. Oh! C'est rock ou pas? Je peux avoir encore une heure ou deux. Courage. Non, en fait, tout simplement, c'est que, vous savez, je suis un autodidacte. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est uniquement par imprégnation de ce qui existait déjà. Et longtemps, pendant quasiment plus de la moitié de ma trajectoire, j'ai eu un copain qui a fait mes couleurs. Ce copain s'appelait, je dis s'appelait parce qu'il est mort, s'appelait Daniel Ledrand. Et en fait, c'est lui qui a créé l'univers coloré de Kick-It Blues. Et, comment dire, d'une manière, c'est un mec qui venait de la Cambrousse, il venait de Vesoul, vous imaginez, Vesoul. Et il n'avait jamais vu une usine de sa vie, rien du tout. Et ce gars-là, rien qu'en parlant avec lui, parce que c'était mon copain, parce que
il a fait ça, mais d'un premier jet, que moi, ça m'a sidéré de voir ça, quoi. Et sauf que je savais toujours pas mettre en couleur. Et en fait, un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille parce que lui, il commençait à décliner. Il était fatigué aussi, surtout parce qu'il avait un rapport très particulier à la couleur. Par exemple, quand il coloriait un de mes albums, jour et nuit, il avait les volets clos. Il travaillait à la lumière électrique parce qu'il disait que c'est que comme ça qu'il arrivait à juger de la couleur, quoi. Sauf qu'il avait un teint d'endive, quoi, à force. Et quelque part, il s'est quand même un peu bousillé avec ça, quoi. Et donc, du coup, il a fallu un jour que je m'y mette. Bon, alors, la couleur, c'est quoi? Oh putain. Et donc, j'achète des trucs, j'essaye, tout, une catastrophe, bien sûr. Et puis après, paraissait par erreur, quoi. C'est toujours pareil. J'essaye ça, et puis c'est une vraie bouse. Mais là, dans un coin, il y avait quelque chose qui... Ah tiens, ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc, à partir de là... Et c'est là que j'ai commencé que j'ai appris, par exemple, qu'on pouvait faire du vert en mélangeant du bleu et du jaune. Je ne le savais pas. Dans ma culture d'origine, je pense que... comment dire? Pour mon père, si je lui avais annoncé que j'allais être auteur de bande dessinée, il aurait préféré entendre que je voulais être gangster ou braqueur de banque, quoi. C'était quelque chose qui était même inenvisageable. On ne savait même pas que ça existait. C'était en dehors de notre champ culturel. Donc, j'allais dire, de gagner sa vie en dessinant. Donc, quand on vient de là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En allant ailleurs, comme ça, j'ai vu des choses, des trucs qui m'ont intéressé. Je dis, oh putain, merde, ça m'intéresse. J'aimerais bien aller par là. Et voilà, ça fait partie de ça, quoi. C'est une approche. Et à partir du moment où Mais par contre, j'ai une espèce de rigidité psychologique qui frise la réaction. C'est que je pense que ce qui est nécessaire, c'est pas le don. Le don, ça n'existe pas. C'est le travail. C'est passer des heures sans jamais se décourager pour arriver à faire le tour de ces difficultés, quoi. Et à la fin, ça marche, quoi. Mais il faut payer le prix. Encore une fois. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre ami japonais, là, mais... Oui, je pense, oui. On va peut-être en finir avec ces considérations, oui. Superbes d'ailleurs. Alors, j'ai quelques annonces à faire. Donc, Baru, tu seras encore présent demain et après-demain sur le SOBD. Oui. Donc, on va peut-être voir l'affiche. Voilà. Demain, tu animes une masterclass. À quelle heure c'est? Je crois que de toute façon, c'est déjà complet, j'imagine. Je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas regardé non plus. Oh là là, comme on est... Je me demande, je crois que... C'est complet? Il y en a deux de masterclass. Il y en a une avec Miles Simon. Ouais. Il y a Miles Simon. Mais je crois qu'il est après moi, lui. Et toi je me demande si ce n'est pas 15h30, 17h, il me semble. Ouais, voilà. Et tu seras aussi présent sur le SOBD le samedi après-midi. Voilà. Donc, le SOBD, c'est à la Halle des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille et non pas Vielle du Temple, dans le 4e. Donc le SOBD, pour les amateurs de bande dessinée, ça commence dès demain. Et il y a non seulement des bandes dessinées, mais des ouvrages sur la bande dessinée, des ouvrages, des monographies, des ouvrages théoriques, etc. etc. Un grand nombre d'éditeurs indépendants, beaucoup d'auteurs en dédicace, donc c'est formidable. Donc, agents et agentes de la RATP, munissez-vous de vos petits coupons et bons d'achat et venez dépenser des sous sur le SOBD, venez faire vos cadeaux de Noël. Et puis, il y a aussi une annonce pour l'Alliance française, à savoir l'annonce des événements de janvier. Le cycle de rencontres littéraires, initialement intitulé « Je viens de loin, j'écris en français », évolue et devient en français dans le texte, avec comme première invitée, le jeudi 27 janvier à 19h, Lilia Hassen, qui viendra nous parler de son dernier roman « Soleil amer », paru chez Gallimard en 2021.
Et donc, comme ce soir, le principe hybride, sur place ou à distance, en ligne. Et donc là, les informations seront très vite accessibles sur le site internet de l'Alliance française, que je remercie de nous avoir accueillis ce soir, d'avoir mis tous ces moyens techniques à notre disposition. Une salle fort confortable. J'imagine que ça a été confortable aussi, enfin j'espère pour les gens qui nous suivaient en ligne. Merci, cher public. Merci Hervé.